Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer. Je vais juste demander à mon équipe technique, Laurent, pourrais-tu aller dans la présentation numéro 2, dire aux gens de nous rejoindre ici? Parce que j'ai vu passer un message comme quoi il y avait quelque chose. Et il y a Ok, quelqu'un qui est en tout de train suite. d'écrire en anglais, mais je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire ça immédiatement. Voilà. Donc, bienvenue à la présentation de l'établissement. Je vais d'abord commencer par deux, trois petits points de mise au point par rapport à l'utilisation ici de l'outil de la visioconférence. Donc, je vais faire une présentation simplement de l'école. Ensuite, il y aura une présentation des différentes activités de l'école. Et enfin, on aura une séance de questions-réponses. Alors, ne faites pas attention aux différentes phrases qui apparaissent en anglais. Je ne sais pas qui s'amuse, mais c'est certainement, on a reçu plusieurs personnes qui ont essayé de pirater nos trucs venant d'Inde, en particulier. Enfin bon, voilà. Donc, présentation du préfet, présentation des activités, questions-réponses ensuite. Alors, je vais vous demander de tous couper vos micros. Et voilà, comme ça, ce sera plus facile. Et alors, si vous voulez poser une question pendant la présentation, je vous propose de la poser par écrit. Vous avez en haut de l'écran une petite bulle de conversation. Il suffit de poser votre question par écrit. On a une équipe. Comment dis-tu, Laurent? Non, excusez-moi, si c'est une erreur. Pardon. Et alors, donc la petite bulle de conversation, vous posez votre question par écrit et les professeurs, il y a une équipe de professeurs qui peuvent répondre à vos questions en direct. Il y a encore des gens qui essayent de se connecter sur la deuxième présentation. Il faudrait peut-être la fermer tout simplement, la supprimer, comme ça ce serait peut-être plus facile pour tout le monde d'arriver à nous rejoindre ici. Voilà. Alors, je vais partager mon écran pour avoir la présentation. Voilà. Je vais me mettre ici. Voilà. Alors, je me présente, je suis Frédéric Cole, je suis le préfet des études de l'Athénée Royal Air Pur de Serein. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle. Pourquoi une journée porte ouverte virtuelle? Tout simplement parce qu'il nous est, par circulaire ministérielle, interdit d'accueillir les parents dans l'établissement, en tous les cas d'accueillir du public et de nombreux publics dans l'établissement. Et donc, voilà, on a préféré quand même avoir quelque chose qui soit en direct avec vous, question d'avoir un contact, notamment au niveau des questions-réponses, c'est quand même plus convivial qu'une simple présentation en vidéo. Alors, l'entrée en première secondaire, c'est un moment important dans la vie d'un élève. Et donc, il faut que ça se passe correctement. D'abord, choisir l'école qui va convenir à votre enfant, ça c'est une première chose. Et puis, aider votre enfant à s'intégrer le mieux possible dans cet établissement. Alors, ça, c'est une première chose. On va essayer, nous, de notre côté, que cette intégration se fasse le mieux du monde. Et pour ce faire, on a différentes techniques. Et notamment le fait de vous présenter d'abord l'école, savoir où vous allez tomber. Alors, c'est une école d'enseignement général.
ça veut dire que notre mission première, au terme des 6 années du secondaire, c'est de préparer nos étudiants à entrer dans l'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire. C'est une finalité vers d'autres études. Donc nous, notre établissement ici, n'a pas d'option qui amène à apprendre un métier que les élèves pourraient exercer à la fin de leurs 6 ans. Donc, ils auront à la fin de leurs 6 ans leur CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur. Ce certificat, sur le marché de l'emploi, n'a que très peu de valeur, bien entendu. En tous les cas, pas pour atteindre certains métiers. Et donc, pour pouvoir valoriser ce diplôme, nos élèves sont obligés de parfaire leur formation avec des études dans le supérieur ou ailleurs, mais en tous les cas, faire autre chose après et acquérir de nouvelles compétences par la suite. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que l'élève qui a envie d'aller vers du technique ou du professionnel, vers une autre filière d'enseignement, peu importe le domaine d'ailleurs, mais il peut très bien commencer sa formation chez nous et puis bifurquer vers un autre établissement et une autre formation. Il n'y a aucun souci avec ça. Une fois que vous êtes inscrit à l'air pur, vous n'êtes pas inscrit pour 6 ans, vous n'êtes pas pieds et mains liés avec l'école, et donc il n'y a pas de problème. Et il faut d'ailleurs que, de préférence, chaque élève puisse trouver sa voie, quelle que soit cette voie d'ailleurs, et qu'il n'y a pas de primauté à faire des études supérieures ou à faire des études universitaires. Il n'y a pas de primauté à avoir un diplôme ronflant. L'important, c'est de suivre son envie, c'est de faire quelque chose qu'on apprécie, qu'on a envie de mettre en œuvre, dans lequel on s'épanouit. Ça, c'est une première chose. Alors, notre premier degré, c'est un degré commun. Ça veut dire qu'il est commun à tous les élèves de l'établissement. Ça, c'est déjà quelque chose. Tous les élèves qui sont en première et en deuxième secondaire chez nous. Mais il est aussi commun avec toutes les écoles de la communauté française. Quel que soit le réseau, quelle que soit la ville dans laquelle est organisée l'école, ce sont les mêmes attentes à la fin de la deuxième secondaire. C'est d'ailleurs sanctionné par un examen commun qui s'appelle le CE1T. Donc les exigences de ce premier degré sont les mêmes partout en communauté française et à Bruxelles. Alors, ce qui nous différencie peut-être des autres, et encore, c'est peut-être un peu surfait, un peu chauvin de dire ça, c'est qu'ici, on essaye, dans la mesure du possible, de fournir à chaque élève une base solide et complète. C'est-à-dire que quand il sortira de sa deuxième secondaire, il pourra entamer la suite de ses études d'enseignement général. Voilà, ça c'est notre objectif à court terme. Notre niveau dans l'établissement est un bon niveau, généralement, et qui prépare à cet avenir dans l'enseignement général. C'est-à-dire qu'on est une école qui a plus tendance à tirer vers le haut. Donc on a le socle de compétences qui est édicté par la communauté française, et nous, on acquiert ce socle, bien entendu, puisqu'il y a un examen externe qui le certifie, mais on essaye toujours d'être un tout petit peu plus haut, d'en demander un peu plus, question que nos élèves soient vraiment bien préparés à ce qui les attend par la suite. Alors, l'air pur, c'est aussi un très gros établissement. Aujourd'hui, on est 1834 élèves inscrits dans l'établissement et il y a à peu près 350 élèves en première année, en tous les cas c'est notre capacité maximale, répartis sur 14 classes. Ça fait 14 classes de 25 élèves. Alors, ça veut dire que les élèves doivent s'intégrer dans cet environnement extrêmement important. Ce qui n'est pas toujours évident, mais il ne faut pas oublier non plus que chaque classe reste la même classe que dans un autre établissement. Dans un établissement où il y a 600 élèves, mais les classes de première et de deuxième, elles sont quand même à 24 ou 25 élèves aussi. Peut-être un peu moins, jamais plus, puisque c'est le maximum. Mais voilà, ça reste des classes qui seront de cette envergure-là dans n'importe quel établissement.
Ici, il y en aura 14, mais chaque classe sera indépendante de l'autre. On est une école avec une réputation. Quand on parle de l'air pur aux gens, ils savent tout de suite où ça se situe et ce qu'on y fait. Donc, on est reconnu, en tous les cas, pour le travail que l'on fournit. Et on a décidé de ne pas de maintenir ces exigences pédagogiques. On a également décidé de maintenir notre discipline. C'est une école où il y a peu de problèmes de discipline. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élèves qui bavardent dans les classes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élèves qui chambardent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élèves qui prennent des retenues ou des jours de renvoi. Ce n'est pas du tout ça. Mais bagarre, raquettes, problèmes récurrents, etc., n'existent pas chez nous. En tous les cas, on essaye de les limiter au maximum. Et quand ça survient, quand il y a un événement comme ça qui survient, on essaye de le casser dans l'œuf et d'apporter une sanction qui soit assez forte pour que ça ne se reproduise plus. Donc voilà, donc c'est une école qui tient à ses exigences pédagogiques, c'est une école qui tient à sa discipline et qui tient toujours à accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Alors, je vous ai dit 1800 élèves, ça demande aussi donc aux élèves de s'adapter et ça va les favoriser dans leur faculté de s'adapter à l'environnement qui les entoure et à pouvoir plus facilement s'adapter à de nouvelles situations. Alors, on développe également des projets. Alors, il y a des projets qui sont des projets de l'école et puis il y a des projets qui nous sont imposés. Le premier dont je vais vous parler est un projet qui est défini par des circulaires, qui est défini par des règlements. C'est l'aide aux élèves à besoins spécifiques et la mise en place d'aménagements raisonnables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les élèves que l'on peut accueillir, et on sait bien, vous l'avez déjà entendu, il y a déjà eu pas mal d'émissions de télé là-dessus, nous sommes pour l'instant dans une école qui se veut inclusive. Ça veut dire que le maximum d'élèves, peu importe le profil de ces élèves, doit accéder à un enseignement ordinaire. Ça, c'est le principe de l'inclusion. Non, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Soit parce qu'on est porteur d'un handicap, soit parce qu'on a des difficultés, soit... Il y a 1000 raisons qui amènent à ce que ce ne soit pas possible, mais on va essayer d'aménager les choses pour accepter un maximum d'élèves dans notre établissement. Alors, ces aménagements raisonnables, c'est d'abord les besoins spécifiques. Les besoins spécifiques, c'est d'abord... mes directeurs adjoints qui viennent me poser des trucs là et ils me font rire. Voilà. Donc, les besoins spécifiques, ce sont tout simplement les besoins que les enfants ont. Si on a un enfant qui a des difficultés d'ordre de 10, qu'on dit, c'est-à-dire la dyslexie, la dyscalculie, dysorthographie, etc., ce sont des besoins cognitifs. On a des enfants qui ont des problèmes d'adaptation, des problèmes sociaux qui ont difficile à se faire dans un groupe, des choses comme ça. Des élèves qui peuvent avoir des problèmes de concentration, des problèmes d'hyperactivité. Toutes ces choses-là peuvent être prises en charge par l'école et à la maison également. Et on peut aménager les cours pour que ces élèves aient le moins de difficultés possible à suivre leur cours. Alors, je parle d'aménagement raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on emploie le terme raisonnable, c'est tout simplement ça veut dire que l'école doit pouvoir répondre à cet aménagement. Il ne s'agit pas de dire « Ah, on va aménager telle ou telle chose » si on n'est pas capable, nous, de l'offrir à l'élève. Je prends un exemple tout simple. Un élève qui aurait besoin de cours particuliers en permanence et d'être tout seul en classe, pour nous, ce serait impossible de mettre ça en œuvre. Voilà, on n'a pas la place, on n'a pas les heures, on n'a pas les moyens pour mettre ça en place. Ce n'est pas un aménagement qui serait raisonnable de notre point de vue. Par contre, dire pour un élève qui a des difficultés de concentration,
d'être au premier banc et que le prof jette plus souvent un œil sur lui que sur les autres pour dire attention, là, tu es en retard, ou attention, j'ai noté quelque chose au tableau, tu ne l'as pas noté, etc. Voilà, ça, c'est un aménagement raisonnable. Permettre à un élève qui est plus lent ou qui a besoin de plus de concentration, lui permettre de faire son interrogation avec 5 ou 10 minutes de plus qu'un autre élève, c'est aussi un aménagement raisonnable. C'est répondre à son besoin. Permettre à un élève qui est dyspraxique d'utiliser, de ne pas utiliser des recto verso, par exemple, d'utiliser une tablette, d'écrire dans des polices de caractère qui sont faciles à lire et qui sont adaptées aux élèves qui sont dyslexiques, écrire dans une police de caractère qui est un peu plus grande. Toutes ces petites choses-là, ce sont des aménagements que l'on sait mettre en œuvre facilement et qui facilitent la vie des élèves qui ont des difficultés. Alors, les aménagements raisonnables, ils ne remplaceront bien entendu jamais le travail de l'élève face à ses cours, mais ils pourront lui permettre tout simplement d'y arriver plus facilement. Ils ne remplaceront pas non plus l'aide qu'il pourra recevoir à la maison. Voilà. Alors, dans notre établissement, on a décidé de mettre le paquet sur ces aménagements raisonnables et on a une personne qui est une coordinatrice pédagogique qui s'occupe principalement et presque exclusivement des élèves à besoins spécifiques. Alors, ce n'est pas elle qui va en classe et qui va les aider, elle gère leur dossier. Donc, c'est elle qui va reprendre les informations que vous allez nous fournir à l'inscription. Mon enfant présente un trouble X ou Y. Elle va reprendre ces informations-là. Elle va revenir vers vous et vers le PMS pour essayer de mettre en place ces aménagements raisonnables. Et avec votre aide et avec celle du PMS, elle va définir un protocole. Pour pouvoir bénéficier de ces aménagements raisonnables, les élèves doivent avoir passé un test auprès d'un pédopsychiatre ou d'une logopède, etc., ou d'un logopède, et ils doivent avoir un protocole qui est établi. Et à ce moment-là, nous, on sait répondre aux aménagements raisonnables. Et on ne fait pas de bêtises. On ne dit pas à quelqu'un, OK, on va mettre ça en place si on n'est pas capable de le faire. Voilà. Comme ça rassure tout le monde aussi. Et il y a des choses, éventuellement, qu'on ne sait pas faire. Par exemple, je prends un exemple tout simple, notre école n'est pas spécialement adaptée à accueillir des élèves présentant un handicap moteur. C'est très compliqué pour nous, parce que tout simplement, il n'y a pas d'ascenseur dans l'école, parce que l'école n'est pas vraiment aménagée pour pouvoir les accueillir. Ce n'est pas pour ça qu'on ne le fait pas, mais on en accueille très très peu, et on essaye de privilégier la relation avec un ou deux élèves qui présentent ce type de handicap, parce qu'on ne saurait pas faire mieux, tout simplement. Voilà. Donc, voilà où sont nos limites. Alors, deuxième chose que nous mettons en place, et qui est aussi une obligation, ce sont les cours de remédiation. Alors, il y en a de deux types au premier degré. Il y a d'abord ce qu'on appelle les guidances, c'est de la remédiation directe. C'est-à-dire qu'un élève présente des problèmes en mathématiques, par exemple, ça arrive souvent, eh bien, le professeur va l'envoyer en guidance, c'est-à-dire qu'il ira suivre un cours de rattrapage en mathématiques, un cours de remédiation en mathématiques, pendant un certain nombre d'heures, et il aura des exercices spécifiques à réaliser, un travail spécifique à faire avec le professeur pour rattraper ses lacunes constatées en classe. Ça, c'est de la remédiation directe par rapport à l'apprentissage qu'il est en train d'acquérir, enfin l'apprentissage qu'il fait. Deuxième mode de remédiation, ce sont les PIA, les plans individuels d'apprentissage. Là, on se situe en deuxième secondaire et l'élève présentait des lacunes à la fin de sa première année. Fin de sa première année, lacune, on le constate, on demande au conseil de classe de noter dans le rapport qu'on doit établir un plan individuel d'apprentissage à l'entrée en deuxième année et on met ce plan individuel d'apprentissage en place avec la participation des parents, bien entendu. Là, on ne travaille pas sur de la remédiation directe. On travaille sur des lacunes qui sont ancrées depuis la première année et qui vont devoir être résorbées en même temps que les apprentissages de deuxième. C'est un travail de beaucoup plus longue haleine et ce travail, il est fait
les heures qui y sont consacrées, ce sont les heures d'activité. Donc, pour les PIA, on retire l'élève de son groupe d'activité et on lui donne des cours spécifiques en français, en maths, en langue, en méthodologie, afin de lui permettre de passer son CE1D en fin de deuxième dans les meilleures conditions. Voilà les deux types de remédiation au premier degré. La remédiation au deuxième et au troisième degré est différente, c'est plus de la remédiation directe et elle est dépendante des heures que l'on peut allouer à cela. Il y a des années où on n'a pas d'heures disponibles pour la remédiation au deuxième et troisième degré. Et donc là, malheureusement, on ne sait pas mettre grand-chose en place. Parce que, tout simplement, ce n'est pas prévu dans le pot d'heures que l'on reçoit, ce qu'on appelle le NTPP. Tandis que pour le premier degré, c'est prévu. On a des heures qu'on doit réellement mettre en œuvre pour la remédiation. Ça, c'était la deuxième chose. Alors, je sors des projets purement pédagogiques pour passer sur des projets qui sont à visée pédagogique. Alors, premier projet à visée pédagogique, c'est Erasmus+. Erasmus+, c'est une organisation d'une agence européenne, hein, c'est un programme d'échange européen qui permet soit à des professeurs, soit à des élèves, soit à des groupes constitués de professeurs et d'élèves, de partager des expériences avec d'autres écoles dans l'Union européenne et à se former finalement au contact de ses pairs d'autres pays, d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose par rapport aux autres. Nous sommes actuellement dans un projet qui s'appelle Be a Buddy, Not a Bully, qui est un projet sur le harcèlement et on est occupé avec une école croate, une école italienne et une école espagnole à créer des outils de prévention et de lutte contre le harcèlement. Et donc, c'est un projet qui a été mis déjà en place il y a 2 ans, je pense, 2-3 ans, mais qui a pris du retard forcément à cause du Covid et de l'impossibilité de se rencontrer avec nos partenaires européens. Donc, cette année, normalement, dans la dernière partie de l'année, on devrait rencontrer, donc accueillir nos partenaires européens et aller les rencontrer sur le terrain également. Voilà, ça c'était pour Erasmus. Alors, autre projet, toujours dans les échanges avec d'autres pays, ben là, les échanges peuvent être multiples. On a des élèves qui partent en échange linguistique en Espagne, donc ils sont accueillis en Espagne par des élèves espagnols, et en échange, on accueille les élèves espagnols ici à Seraing. On a la même chose avec l'Allemagne. On a également de l'e-twinning, donc c'est-à-dire du partage via les outils numériques avec des classes d'un peu partout dans le monde, et notamment avec une école québécoise avec laquelle on faisait de l'échange pédagogique. Alors, on a également des activités et des voyages scolaires. On essaye que dans chacune des années, il y ait une activité ou une sortie scolaire, soit d'un jour, soit de plusieurs jours avec nuitée. En première année, ce sont des activités culturelles, de découverte, d'apprendre autrement. Ça peut être de la couture, ça peut être des graffitis, ça peut être du secourisme, ça peut être plein de choses. S'il y avait moyen, s'il vous plaît, de couper les micros. Merci. Voilà, donc en première, c'est généralement une semaine, c'est 3 jours, mais c'est avant les vacances d'hiver. On fait comme ça 3 jours d'activité où ils sont sortis des classes pour faire autre chose, apprendre autre chose, apprendre autrement. Ça, c'était pour les premières. En deuxième, c'est la même chose, mais axé plus sur l'écologie, sur la nature, etc. Et c'est avec nuitée pendant 3 jours, dans les Ardennes, généralement. Alors, on a également le Festival, qui est une semaine dédiée à l'éveil culturel. Cette année, elle se tiendra juste avant les vacances de printemps, hein, donc Pâques. Et pendant une semaine, tous les élèves de l'établissement sont amenés à suivre des pièces de théâtre, enfin, aller voir des pièces de théâtre, des films, à suivre des conférences, à avoir des activités qui leur permettent cet éveil culturel. On a également une bibliothèque qui s'appelle l'Espace Rencontre,
c'est une bibliothèque dans laquelle on a un réel bibliothécaire qui travaille, qui peut aider les élèves à rechercher des sources, hein, des références, mais qui peut aussi prêter les livres qu'ils doivent lire en français. Et puis, c'est surtout un espace aussi de détente, où les élèves peuvent aller lire une BD, lire un manga, faire un jeu de société, des choses comme ça. C'est limité au niveau du nombre par heure de 50 minutes, mais c'est ouvert pendant la récréation, c'est ouvert pendant le temps de midi. Les élèves peuvent y aller pendant leurs heures de fourche, à la place d'être à l'étude. Ils peuvent demander à aller à l'espace rencontre. Et généralement, il y a une tournante et les gens y vont volontiers. Dernière chose, dernier projet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le projet Air Écoute. Donc, c'est une cellule d'accompagnement des élèves qui présente des difficultés sur le plan psychologique ou social. Ils vivent, ce sont des ados, et les ados, ben, ça vit les choses vraiment de l'intérieur, avec, comment est-ce que je pourrais dire, véritablement, il n'y a pas de fausse vérité derrière ce qu'ils vivent, et donc souvent on a des tensions à l'intérieur des classes, on a des tensions pour les élèves parce que ça ne s'est pas bien passé en famille, parce que ça ne s'est pas bien passé en classe, parce que ça ne s'est pas bien passé avec leurs petits copains ou leurs petites copines, peut-être parce que ça ne se passe pas bien avec eux-mêmes, parce qu'ils ne trouvent pas leur place, ils ne trouvent pas leur orientation sexuelle ou autre. Et donc, on a des élèves qui, comme ça, sont en besoin, sont en détresse, et ils peuvent trouver chez Air Écoute, donc dans le local d'Air Écoute, ben, ils peuvent trouver une oreille attentive, ils peuvent aller discuter, ils peuvent aller un petit peu vider leur sac, déposer quelque chose, et ils auront un professeur en face d'eux qui les écoutera et qui sera bienveillant avec eux, qui leur donnera des pistes de réflexion, peut-être qui les aidera à surmonter un problème, et qui renverra vers le PMS si jamais il estime que le problème qui lui est relaté, il n'a pas les compétences pour le traiter. Ils ne jouent pas aux apprentis sorciers. Ils ne vont pas commencer à dire à un élève « je vais t'aider » s'ils n'en sont pas capables. Donc, ils aident pour des choses, pour de l'écoute, pour du dialogue, pour du conseil. Mais dès que le problème devient un tout petit peu plus grave ou que ça touche à l'institutionnel, hein, qui a des réels dangers pour les enfants derrière, à ce moment-là, c'est le PMS qui s'en charge systématiquement. Voilà, ça c'était. Donc ce sont des professeurs hein, pour Air Écoute et ils sont bien entendu tous formés au terme de l'écoute et de l'accueil des élèves. Alors, je vais maintenant vous parler du cœur du problème, c'est-à-dire la formation que l'on propose à nos élèves. Et on va commencer par la partie commune de cette formation, commune à tous les élèves de première, secondaire. Dans cette formation, on a 2 heures qui sont dédiées au cours philosophique. 1 heure pour la philosophie et la citoyenneté, c'est un cours qui est commun à tous les élèves, quelle que soit leur religion, leur orientation philosophique, suivent le même cours au même endroit avec les autres de sa classe, de leur classe. Et à côté de ça, on a 1 heure de choix philosophique. Et là, ils sont séparés, morale non confessionnelle, les différentes religions reconnues par la Constitution, et 1 heure, s'ils veulent être dispensés de ce choix philosophique, ils peuvent reprendre 1 heure de CPC, dont le programme est différent de leur commune. Je disais religion avec un grand S, parce qu'on organise ici dans l'enseignement officiel cours de religion catholique, de religion protestante, de religion musulmane, religion orthodoxe. On n'a pas cette année de religion judaïque, mais ça pourrait venir. Et si jamais un jour le bouddhisme devenait une des religions reconnues en Belgique, on aurait un cours également de bouddhisme. Mais ce n'est pas encore le cas. À côté de ça, on a du français, 6 heures semaine, des mathématiques, 4 heures semaine, la langue moderne 1. Ici, à l'Air Pur, on propose 3 langues, l'allemand, l'anglais et le néerlandais.
L'allemand et le néerlandais plus particulièrement vont être pris dans la présentation des activités que je vous proposerai après. C'est une première langue étrangère. La deuxième langue étrangère, ce sera en troisième, et la troisième langue étrangère à partir de la cinquième. Dans ces autres langues étrangères, on rajoutera l'italien et l'espagnol. Voilà. Alors, 2 heures d'histoire, 2 heures de géographie, 3 heures de sciences, initiation scientifique, 1 heure de technologie, d'éducation par la technologie. On pourrait dire que cette heure d'éducation par la technologie, c'est un prolongement de la formation scientifique. C'est finalement de la mise en pratique des sciences qui sont vues dans un autre cours. De l'éducation musicale en première, du dessin en deuxième, et éducation physique, 3 heures. Ça, c'était pour la formation commune. Je vous rappelle que cette formation commune, elle est commune à tous les élèves de première secondaire en communauté française. Alors, dernière petite chose, toujours pour cette formation commune, nous organisons ici dans l'établissement l'immersion en allemand. C'est une immersion précoce, donc c'est-à-dire qu'elle débute chez nous en première primaire et elle se termine en réto. Les élèves qui suivent cette formation en immersion suivent la formation commune comme tout le monde, ils ont les mêmes cours que les autres, il n'y a pas de différence, si ce n'est que forcément ils sont en allemand première langue, ça c'est d'office, et qu'ils ont histoire et géographie en langue allemande également, de la première à la réto. Mais ça ne bloque aucun choix sur le plan des options, des activités, etc. Donc tout le monde, tous les élèves en immersion de la première à la réto peuvent choisir toutes les grilles qui leur sont proposées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, on s'adapte pour qu'ils puissent suivre les cours de géographie et d'histoire en allemand. Voilà. Alors, bien entendu, dernière petite chose pour l'immersion, on ne peut pas débuter l'immersion en première secondaire, puisque c'est une immersion précoce. Donc, il a fallu la débuter en primaire ou en maternelle, mais je pense qu'en allemand, il n'y en avait pas en maternelle. Il faudrait éventuellement, pour la débuter plus tardivement, que la personne soit de langue allemande ou soit, en tous les cas, que l'allemand soit sa langue maternelle. Voilà. Qui est en tous les cas un niveau d'allemand suffisant. Alors, à côté de cette formation commune, nous avons les activités complémentaires. Et j'insiste sur un point, ces activités complémentaires ne sont pas des options. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche d'orientation. Ici, on est dans une démarche d'essai, de découverte. Et donc, il n'y a aucun souci pour le fait de choisir une grille en première et en deuxième. Mettons, je choisis le latin en première et en deuxième. Ça ne m'empêchera jamais d'intégrer une option scientifique, sciences économiques ou sciences sociales en troisième année. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce sont bien des activités d'essai. Il n'y a pas de prérequis pour les options à l'entrée en troisième. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de se dire « Ah, mais moi, je veux que mon enfant fasse médecine, il va aller faire tout de suite des sciences. » Non. Les sciences qu'il va apprendre en première et deuxième, elles seront certes intéressantes, mais elles ne seront pas… Le fait de ne pas les apprendre ne sera pas un frein pour faire des sciences par la suite. Même chose pour les sciences économiques. Un peu différent pour le latin, c'est-à-dire que les bases du latin, elles seront quand même employées en troisième. Et donc, si un élève veut intégrer une option latine en troisième, on lui demandera une remise à niveau qui sera faite avec les élèves. Et il faudra demander l'avis des professeurs de latin qui auront un entretien avec l'élève, avec ses parents, etc., pour qu'il sache bien où il met les pieds, dans quelle option il met les pieds, dans quelle exigence il arrive aussi. Alors, parmi les choix qui vous sont proposés en première, on a une grille latine avec 4 heures de latin par semaine. Je rappelle que c'est une activité, ce n'est pas une option.
On a une grille scientifique avec 2 heures d'activité scientifique, 1 heure d'activité mathématique, 1 heure d'initiation à l'informatique, et une grille sciences économiques et sociales avec éducation économique et sociale 2 heures, activité mathématique 1 heure et initiation à l'informatique 1 heure. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 grilles qui vous sont proposées. Comme ce sont des activités d'essai, le choix que vous opérez en début de première ou à l'inscription n'est pas un choix définitif. Si l'enfant ne se sent pas bien dans une grille, si les cours qui lui sont proposés ne l'intéressent pas, si voilà, pour X raisons, il ne s'y plaît pas, il peut toujours demander à changer de grille. Que ce soit pendant la première année, c'est possible jusqu'au 15 janvier, ou en deuxième année, là c'est possible à l'entrée en deuxième année et jusqu'au 15 janvier. Enfin, on ne va pas changer de grille juste avant la fin de l'année, ça n'aurait pas beaucoup de sens à la fin du premier degré. Donc voilà, donc j'aurais tendance à dire de peut-être ne pas balayer du revers de la main certaines grilles, puisqu'il y a toujours la possibilité de pouvoir tester autre chose pendant le premier degré. Alors, je vous inviterai également, au moyen du QR code qui est là, de visiter les grilles des deuxième et troisième degrés. Alors, c'est sensiblement la même chose, hein. On a une grille latin, sciences, hein, latin maths, latin sciences, une grille latin-grec, on a des grilles scientifiques avec des maths fortes, sans maths fortes, on a des grilles de sciences éco aussi avec des sciences, avec des maths, ou pas, et des grilles sciences sociales, même profil également. À partir du troisième degré, on a également une grille langue, puisqu'en cinquième année, on acquiert une troisième langue dans son cursus ou pas. Ça dépend un petit peu de ce qu'on a choisi. Si on a choisi une grille extrêmement scientifique, à ce moment-là, on ne choisit pas de troisième langue, tout simplement parce qu'on n'aurait pas le temps de la mettre dans son horaire de la semaine. Alors, je vais passer maintenant à ce qui vous stresse peut-être un peu plus. Ce sont les inscriptions. Alors, les inscriptions, tout d'abord, il faut savoir que l'école, ici l'Athénée de l'air pur, n'a pas la main sur les inscriptions de première secondaire. Ces inscriptions, elles sont gérées par la commission interzonale des inscriptions, la CIRI. Toutes les inscriptions de toutes les écoles de communauté française et de Bruxelles sont gérées par cet organisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une obligation décrétale. Donc, nous, notre rôle, il se limite à prendre les inscriptions que vous venez de nous déposer, hein, vous venez inscrire votre enfant dans notre école, c'est votre école de premier choix, si vous venez déposer votre inscription ici. Nous, on récolte votre formulaire unique d'inscription, on prend vos renseignements, etc., et tout le truc, on encode tout dans l'application de la CIRI, et puis, notre rôle dans ces inscriptions s'arrête là. Tout le reste du processus, ce sera dirigé par Bruxelles. Voilà. Donc ça, souvent, chaque année, on a des parents qui nous téléphonent, oui, mais nanana, et vous vous rendez compte, je ne suis pas encore prévenu. On ne sait rien, malheureusement, rien y faire. Ce n'est pas nous qui avons la main. Donc, voilà. Comment se passent ces inscriptions? Alors, dans une école où il n'y a pas de liste d'attente, tous les élèves qui viennent s'inscrire dans cette école sont d'office inscrits. Voilà. Pas de liste d'attente, tous les élèves qui sont venus s'inscrire sont inscrits. Quand il y a une liste d'attente, c'est notre cas depuis plusieurs années, quand il y a une liste d'attente, à ce moment-là, chaque élève se voit attribuer un indice composite. Cet indice composite, c'est grosso modo son classement dans la liste d'attente. Ce classement, il est déterminé par différents facteurs que je vous invite à aller consulter sur le site de la CIRI. Vous tapez inscription première sur Google,
vous y accédez tout de suite et le lien se trouve également sur notre site internet. Cet indice composite, il est déterminé en fonction d'un savant calcul qui implique la distance école primaire domicile, école primaire école secondaire domicile. Donc il y a chaque fois un petit indice, une petite pondération qui est faite. Le fait d'avoir des frères et sœurs dans l'établissement, le fait d'avoir un parent qui y travaille, le fait d'aller à l'internat, le fait d'être en immersion. Voilà, il y a différents facteurs qui amènent à ce que cet indice composite évolue favorablement ou, à défaut, défavorablement pour l'élève. L'école est en liste d'attente. Dans le courant du mois de mars, la Syrie nous dit, ben voilà, les 80 premiers pourcents d'élèves qui sont inscrits dans votre établissement. Ces élèves reçoivent une lettre, les parents de ces élèves reçoivent une lettre, leur disant, ben vous êtes bien inscrits à l'Athénée Pur de Seraing. Voilà. Pour eux, c'est fait, ils sont en ordre utile, ils sont inscrits. Ceux qui ne reçoivent pas cette lettre reçoivent un autre courrier où on leur dit « Vous êtes en liste d'attente à l'Athénée Pur de Seraing et nous vous invitons, si vous le voulez, à demander l'école de votre second choix. » Certains parents vont dire oui, d'autres non. Peu importe. Quand vous êtes dans les 20% restants, vous êtes brassé avec les élèves qui ont fait le second choix pour l'air pur. Ça ne veut pas dire que tous ces élèves vont être inscrits à l'air pur. Ça veut tout simplement dire que vous êtes dans cette liste d'attente. Alors, je vous demande surtout de ne pas paniquer. Je sais que c'est stressant pour les parents de voir leur enfant qui n'est pas inscrit dans une école quand on termine l'année scolaire et qu'on entame les vacances d'été et se dire ben, je vais devoir attendre la fin août pour savoir où mon enfant va aller à l'école. Je le comprends très bien, c'est stressant. Mais rassurez-vous, les informations, elles arrivent quand même assez rapidement. Et les places, elles se libèrent au fur et à mesure. Et donc, si vous attendez un petit peu, votre enfant va arriver en ordre utile dans la liste. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a déjà vu même des enfants qui étaient inscrits tardivement, qui arrivaient quand même à être inscrits chez nous. Donc, ne paniquez pas de ce côté-là. Maintenant, si vous voulez aller vers votre école du second choix, vous hésitiez, ben voilà. La Syrie vous y pousse un petit peu, n'hésitez pas non plus, hein, allez-y, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, il ne faut quand même pas paniquer. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, ce n'est pas grave, ça me reviendra. Les inscriptions, elles vont se dérouler du 14 février, lundi 14 février, au vendredi 11 mars, et elles seront sur rendez-vous et en présentiel. Ça veut dire que vous allez sur le site de notre établissement ou vous scannez le QR code qui se trouve sur cette page. Vous allez tomber sur un Google Form qui vous permettra de vous inscrire, de prendre rendez-vous pour l'inscription de votre enfant. Vous vous rendez à l'école à l'heure indiquée, vous venez procéder à l'inscription, ça dure un quart d'heure à peu près, et puis vous êtes tranquille et vous attendez de recevoir le courrier. Encore une fois, si l'école n'est pas complète, vous recevrez le courrier le 12 mars, quoi. Peut-être pas le 12 mars, plutôt le 15. Mais voilà, vous recevrez le courrier tout de suite. Si c'est en liste d'attente, par contre, là, ça prendra un peu plus de temps. Il n'y a pas d'ordre chronologique pour cette première phase d'inscription. Ça veut dire que si vous venez le 14 février ou vous venez le 11 mars, ça revient strictement au même. C'est juste l'indice composite qui permettra de faire la sélection dans les élèves, de les trier par ordre de priorité. Ça, c'était la première phase d'inscription. On sera également fermé pendant le congé de détente, donc le congé de carnaval, du 28 février au 4 mars. Deuxième phase des inscriptions, ça débute le 25 avril, et là, ça va jusqu'à la rentrée de septembre. Et là, c'est par ordre chronologique. Premier arrivé, premier servi. Et quand je dis servi, c'est quand même plutôt rare, puisque si l'école est déjà en liste d'attente, forcément les élèves qui s'inscrivent dans la deuxième phase d'inscription ont très peu de chances d'arriver en ordre utile. Ce n'est pas impossible, mais il y a quand même très peu de chances.
Donc, je vous conseille vivement de venir faire les inscriptions entre le 14 février et le 11 mars. Alors, dernière chose, on a une nocturne. Oui, l'école est fermée également pendant les vacances d'été entre le 6 juillet et le 15 août. On a une nocturne le 17 février, mais on m'a fait remarquer tout à l'heure que, visiblement, elle était déjà complète. Je vais m'arranger cette semaine pour voir si on peut éventuellement allonger la durée de cette nocturne afin de l'amener à 20 heures et de pouvoir regagner quelques créneaux horaires ou d'augmenter le nombre de personnes qui inscrivent. Comme ça nous permettrait d'accueillir plus de personnes. Mais ça, je dois m'arranger la semaine prochaine pour cela. Alors, donc, je rappelle, rendez-vous pour les inscriptions. Si jamais vous n'arrivez pas à compléter le Google Form ou à vous inscrire via Internet, n'hésitez pas à téléphoner à l'école ou à nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous aider à prendre ce rendez-vous et à vous donner toutes les infos utiles dont vous avez besoin. Je vais demander maintenant, donc j'ai fini ma présentation, je vais demander à M. Di Pasquale de présenter Je me cherche tout de suite de ça pour la présentation. Il faut que d'abord que je te libère voilà, que je te libère mon écran. Hop, j'enlève, voilà. Voilà. Donc, je vais vous proposer maintenant une présentation des différentes activités et des langues. Elle dure à peu près 25 minutes. Je vous invite toujours à poser vos questions par écrit si vous le désirez pendant cette projection. Et je vous reprends dans 25 minutes, 25-26 minutes, pour un échange de questions-réponses oralement, enfin oral. Et voilà, bon visionnage. Alors, pas de stress concernant la vidéo, le début est sans musique, sans son, sans commentaire. Celui-ci arrivera après, donc bon visionnage. Je t'apporte quelque chose, Bonjour à toutes et à tous. Voici la présentation de l'option scientifique. Cette option a pour objectif de confronter les élèves au monde scientifique par le biais de 3 cours complémentaires entre eux qui s'inscrivent dans la grille horaire. On y retrouve 2 heures d'activité scientifique, 1 heure d'activité mathématique et 1 heure d'initiation à l'informatique. Comme cela a été dit précédemment, les cours d'activité mathématique et d'initiation à l'informatique viennent, de manière complémentaire, soutenir les notions abordées au cours d'activité scientifique. Le cours d'activité scientifique permet de développer, comme le nom le laisse sous-entendre, l'esprit scientifique des élèves. Les cours théoriques, présents dans la grille commune, serviront de base de travail afin de réaliser, entre autres, des manipulations. Les élèves auront également l'opportunité de travailler en petits groupes afin de confronter leurs idées et développer leur esprit critique. Le cours d'activité scientifique est un cours durant lequel les élèves pourront expérimenter en classe grâce au large panel de matériel que dispose l'école, mais également un cours durant lequel les élèves pourront profiter du cadre boisé dans lequel l'Athénée s'inscrit afin d'observer et analyser la faune et la flore qui y résident. Attention cependant, nous attirons votre attention sur le fait que ce cours n'est pas un cours de rattrapage. Il est important également de bien comprendre que le cours d'activité scientifique ne doit pas obligatoirement être pris dès la première secondaire. En effet, il peut être choisi entre la première et la deuxième si le premier choix d'option s'avère ne pas être le bon. Si l'élève souhaite suivre l'option sciences générales à partir de la 3e secondaire, c'est-à-dire 5 heures de sciences par semaine, mais qu'il ou elle n'a pas choisi l'option scientifique au premier degré, il n'y a aucun souci à se faire. En effet,
Le cours d'activité scientifique proposé en première et deuxième secondaire n'est en aucun cas un prérequis, ni pour les cours de sciences générales et ni pour l'option laboratoire de troisième. Autre information intéressante, en troisième secondaire, l'élève peut suivre l'option sciences générales avec ou sans le cours de l'amont. Voici quelques images illustrant une activité type proposée dans le cadre du cours d'activité scientifique. Ici, les élèves sont amenés à réaliser une chromatographie sur gauche mat. Après quelques explications théoriques, les manipulations peuvent commencer. Durant celle-ci, les élèves doivent confronter leurs idées à celles de leurs conditions. Les élèves développent leur sens de la rigueur en observant et en analysant les phénomènes, mais également en rédigeant des rapports de laboratoire. Ceci clôture la présentation de l'option scientifique. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt! Bonjour, je suis Madame Clavier, professeure de latin à l'Air Pur de Sorin. Voici les 10 bonnes raisons de choisir la grille latine dès la première année. C'est parti. Tu as de la chance, à l'Air Pur de Sorin, on te propose de suivre un cours de 4 heures par semaine, et cela dès la première année. La formation latine, c'est une excellente formation de base, et tu pourras par la suite choisir toutes les orientations possibles, aussi bien des sciences que des maths ou des maths fortes, des sciences économiques, des sciences sociales, du grec ancien. Tout est possible pour toi. Commencer le latin, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. En première année, personne n'a jamais fait de latin. Vous êtes donc tous sur le même pied d'égalité. Ça, c'est rassurant. Pas de stress. Il s'agit d'une activité, et donc, imaginons que tu n'aimes pas, parce que tout peut arriver, eh bien, par la suite, tu pourras évidemment changer de grille. Les cours de latin sont passionnants. Étudier le latin, c'est varié. Évidemment, au début, tu vas apprendre à lire. C'est facile et assez amusant. Oculus reparo. Allo mora. Wingardium Leviosa. Ensuite, on étudiera du vocabulaire. Et de là, tu comprendras l'origine d'énormément de mots français. Familia, familiae féminin, la famille. Pater, patris masculin, le père. Mater, matrice féminin, la mère. On va faire de la grammaire. Il faut bien passer par là. Mais surtout, nous allons traduire des phrases et plus tard des textes. Et on va travailler comme le feraient des petits archéologues qui ont découvert des textes très anciens. Et nous allons réussir à déchiffrer tous ces petits textes. En latin, Jéhovah commence par un I. Enfin, il y aura la part belle à la civilisation. C'est certainement la partie la plus appréciée des élèves. Et de là, nous allons parler d'énormément de sujets. Par exemple, nous allons aborder les dieux grecs et romains. Nous raconterons la naissance de Rome avec Romulus et Rémus. Nous parlerons de Jules César, ses combats, mais aussi ses amours avec la belle Cléopâtre. Oui, enfin, ça date pas d'hier. Hein. Nous aborderons la guerre de Troie avec Achille, Hector, le fameux cheval de Troie imaginé par le rusé Ulysse. Puis on pourra parler aussi des gladiateurs, de l'esclavage à Rome et encore de plein d'autres sujets. Grâce au latin, tu vas améliorer ton français. Tout le monde sait que l'orthographe française est très complexe. Pourquoi le mot doigt se termine par un G et un T? Parce qu'il provient du mot latin digitum. Pourquoi le mot sept se termine par un P et un T? Parce qu'il provient de septem. Ainsi que le mot compter, qui vient de computare. Le P à la fin du mot loup vient de lupus, et le mot équitation de equus, qui signifie le cheval. Grâce au latin, tu vas faire d'énormes progrès en dictée. Le cours de latin permet d'augmenter sa culture générale. Grâce au latin, vous comprendrez que tomber dans les bras de Morphée n'applique pas forcément
que toutes les mamans s'appellent Morphée, d'autant plus que Morphée était un homme. Vous comprendrez d'où provient l'expression toucher le pactole, et saurez qu'être médusé ne signifie pas être transformé en méduse. Pourquoi parle-t-on d'un dédale de couloir? Et comment se fait-il que votre point faible soit votre talon d'Achille? Quelle était la fameuse formation tortue des légionnaires romains? Voilà, ça c'est une tortue. Pour améliorer son français, savez-vous que presque 80% de notre vocabulaire français provient du latin? On parle beaucoup pour le moment du mot coronavirus. Mais savez-vous ce que signifie ce mot? Eh bien, le mot coronavirus vient du latin corona, qui signifie couronne, et de virus, qui a gardé sa signification de micro-organisme qui entraîne une infection. Effectivement, si vous regardez le coronavirus au microscope, cela confirme son étymologie latine de couronne, qui est ronde et ornée de petites piques. Pour maîtriser d'autres langues, avez-vous déjà remarqué que le français ressemble beaucoup aux autres langues? Un exemple. Pourquoi dit-on pierre en français, pietra en italien, piedra en espagnol ou pedra en portugais? Comment cela se fait-il que ces mots soient si ressemblants? Eh bien, c'est qu'ils viennent tous du latin. Faire du latin va vous aider à apprendre les autres langues que l'on appelle langues romanes, comme l'espagnol, le portugais ou l'italien. L'allemand aussi vous paraîtra plus facile, car il repose sur des procédés linguistiques similaires au latin. Pour progresser dans les autres matières, on peut dire que le latin est un excellent renforcement pour les autres cours, de par sa méthode, sa logique, sa rigueur. Faire du latin, c'est faire en quelque sorte une gymnastique de l'esprit. Nous plaçons les élèves dans une démarche de recherche dont le but est de résoudre un problème. Ne vaut-il pas mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine? Parce que vous parlez déjà latin. Beaucoup de mots français qui se terminent en A comme agenda ou en O comme lavabo ou stylo, recto verso, ou en ium comme aquarium, podium, ou bien d'autres encore viennent du latin. Maximum, alibi, gratis, incognito, bonus, idem, vidéo, etc. sont en fait des mots latins. Si tu roules en Volvo ou dans une Dacia, c'est encore du latin. Tes chaussures Asics signifient anima sana, incorpore sano, une âme saine dans un corps sain. Jolie devise de l'Antiquité. Se connaître soi-même. Quand on étudie son passé, on se connaît mieux. C'est important de connaître ses origines pour trouver ses repères, ne pas commettre les erreurs d'autrefois. Bref, le latin, c'est pour toi, c'est pour tous, et à l'année prochaine. Bonjour, je suis Samantha Guirex, professeure de sciences économiques. Bonjour, Jessica Cuvello, professeure de sciences économiques également. Vous vous demandez sûrement ce que l'on fait dans l'option sciences économiques. C'est ce qu'on va vous faire découvrir tout de suite. Alors, au premier degré, nous vous proposons donc 2 heures d'éducation économique et sociale, 1 heure d'activité mathématique et 1 heure d'initiation à l'informatique. Alors, les 2 autres cours vous sont présentés dans 2 autres vidéos. Donc ici, moi, je vais me focaliser sur le cours que nous enseignons, Madame Cuvello et moi, donc sur le cours d'éducation économique et sociale. Alors, donc c'est 2 heures par semaine. Alors, je vous explique. Donc, en première année, on débute par un module qui s'intitule « Le jeune et la famille ». Alors, il faut savoir qu'on travaille toujours sous forme de modules, que les fardes des élèves restent en classe et que nous travaillons essentiellement en classe, étant donné que ce sont des activités. Donc, on va très rarement demander du travail à domicile, étant donné que ces activités se vivent en classe. Donc, je vais vous expliquer notre façon de travailler par la suite. Donc, dans ce premier module, on va permettre à l'élève de s'identifier en tant que personne physique, donc de découvrir d'où vient son nom, d'où vient son ou ses prénoms, sa nationalité, son domicile, ce qu'est l'état civil.
Alors, on va parler du statut familial du jeune aussi. On va voir ce qu'est la filiation. Donc, on va parler de parenté, d'adoption, de mariage. Voilà, donc ce premier module permet vraiment à l'élève de se situer dans sa famille et dans la société. Ensuite, toujours en première année, nous allons partir sur un module qui parle d'argent. Donc là, on va découvrir la notion de recette, la notion de dépense. On va apprendre aux élèves à calculer un budget avec des petits exercices ludiques, avec par exemple une famille qui a un budget à gérer. Et alors, les élèves vont devoir classer les recettes, les dépenses et comprendre notamment la notion de budget, la notion d'épargne. Voilà, donc ce sont des thèmes qui sont très importants pour sa vie future, évidemment. Alors, toujours en première année, on va parler aussi de l'entreprise, qui est un acteur très important dans notre société. Donc, on utilise la BD Boule et Bill qui est très bien faite. Maintenant, nous avons une BD qui est un petit peu plus actuelle, donc Antoine et Laura. Alors, ces deux BD nous permettent de voir différentes notions telles que eh bien, les différents buts de l'entreprise, les moyens d'action dont elle dispose, son organisation. On voit des petites notions comme le prix de revient aussi, le prix de vente. Et à cet effet, donc, pour voir ces notions-là, on réalise une petite activité en classe. Donc, bien souvent, on fait des crêpes. Pourquoi? Parce qu'on imagine qu'on est une petite entreprise qui fait des crêpes. Et donc, j'arrive avec le ticket de caisse et alors je leur propose de calculer à combien cela nous revient de faire les crêpes, à combien est-ce qu'on pourrait les vendre et ça me permet de voir aussi la notion de bénéfice, la notion de perte. Voilà. Alors, on voit aussi évidemment le rôle social de l'entreprise. Alors, en deuxième année, le cours continue, toujours à raison de 2 heures par semaine. Et là, on va aborder d'autres thèmes, toujours dans la continuité de ce qui a été fait en première année. Donc, on va parler du jeune en tant qu'acteur économique. Donc, l'élève va pouvoir prendre conscience des notions de besoins, des notions de biens qui permettent de satisfaire ses besoins. Et alors, on va déjà un petit peu parler des différents acteurs de l'économie. Voilà, sans aller trop loin, parce que c'est en troisième que ces notions vont être approfondies. Alors, on va parler du jeune et de la société de consommation. Donc, on va voir des notions d'histoire, parce qu'on va voir quelle est l'histoire de notre société de consommation, donc comment la société a évolué dans le temps, ce qu'est la surconsommation aussi, et évidemment, on va parler de la planète. Voilà, via un projet que je réalise avec les troisièmes années, le projet Demain. On va parler de la monnaie et de la banque. Donc là aussi, on va parler d'histoire parce qu'on va voir l'histoire de la monnaie, comment on en est arrivé à la monnaie qu'on connaît aujourd'hui, quelles sont les nouvelles monnaies. Donc c'est vraiment un cours qui leur permet de découvrir le monde extérieur et de découvrir ce qui se passera réellement dans leur vie future. Voilà. Donc, on va voir aussi le rôle de la banque, comment fonctionne une banque, voilà, toujours par des petites activités, hein, donc rien de trop compliqué en première et deuxième année. Alors, on va parler aussi du jeune et du commerce. Donc, on verra les différents types de commerce qui existent. On va voir ce qu'est le circuit court et pourquoi le privilégier aussi. Et alors, quand on a le temps en deuxième année, eh bien, cela nous permet d'aborder un sujet d'actualité. Voilà, bien souvent, on discute avec les élèves de l'actualité, de ce qu'ils ont entendu, et alors on choisit un thème qu'on aborde ensemble en classe. Voilà, donc il faut savoir qu'au deuxième degré, donc en troisième année, le cours continue et devient un cours à option qui est donné à raison de 4 heures par semaine, qui est divisé en 2 parties, donc économie et droit civil. Alors, comment travaille-t-on en classe? Alors, en première et en deuxième année, on travaille beaucoup par groupe. Voilà, on apprend à collaborer, on apprend à écouter les idées des autres et à travailler ensemble. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment très important. Alors, on fait des présentations orales aussi. Alors, petit à petit, évidemment, hein, quand on a des élèves qui sont plutôt timides, eh bien, on y va pas à pas, voilà, pour leur permettre d'évoluer et donc d'apprendre à s'exprimer en public, d'apprendre à faire des petites présentations sur certains sujets. Alors, on utilise évidemment les nouvelles technologies. Dans un cours d'économie, ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, on utilise les ordinateurs. Donc, on va régulièrement faire des recherches sur Internet. On utilise aussi le traitement de texte. Hein. Quand je leur demande de réaliser un travail, j'aime bien que ce soit fait sur l'ordinateur. Et eh bien, on apprend à découvrir aussi PowerPoint pour réaliser une présentation orale.
Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser via la boîte mail de l'école. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que j'ai été complète. Je vais vous laisser écouter les témoignages des différents élèves. Je vous souhaite une bonne visite de notre école. J'ai pris mon option Sciences Éco parce que je veux créer mon magasin de PC pour monter des PC et tout ça, donc ça va me servir dans le futur. J'ai choisi Sciences Éco parce que je trouve que ça, vu que j'ai envie de faire un métier dans le commerce plus tard, c'est plus approprié. J'ai choisi Sciences Éco parce que ça m'a directement plu et que pour un métier de droit comme avocate, c'est très bien comme option. Parce qu'on me l'a conseillé, puis que je me suis dit que ça me servirait plus tard dans la vie et ça avait l'air intéressant en plus. Moi aussi, depuis la primaire, j'ai voulu choisir Sciences Éco. Je m'appelle Gauthier, j'ai 19 ans, je suis étudiant en première bac droit à l'Université de Liège et j'ai fait mes 6 ans à l'air pur. D'abord, c'est une option que je trouve assez pratique, qui touche à ce qui va se passer dans la vie adulte. Par exemple, en première, je me souviens, on voyait ce que c'était un virement. C'est ce qu'on voit pas dans d'autres options, on nous apprend vraiment ce qui va se passer après et je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis ça m'a apporté la vocation du droit. Je suis en droit parce que j'ai appris le droit en éco et je suis tombé amoureux du droit, on va dire, donc c'est pour ça que j'y suis. Quand je suis arrivé à l'université, les premiers cours, je maîtrisais déjà ce de quoi on parlait et ça m'a vraiment aidé. Bonjour, je m'appelle Lizzie Weiss et je suis la professeure d'allemand à l'Athénée Royal de l'Air Pur de Serein. J'aimerais bien vous expliquer comment fonctionne notre cours d'allemand en général à l'Athénée et puis chez moi en particulier. En général, nous sommes une école PASH. PASH veut dire Partnerschaft, traduit partenaire, c'est-à-dire que nous sommes connectés via une plateforme avec d'autres écoles de partout dans le monde qui font partie du PASH. Le PASH, cette plateforme, est chapeautée par l'ambassade allemande de différents pays et par le Goethe-Institut. Le Goethe-Institut est un institut de langue allemande qui a son siège à Munich et chez nous, ici, il y a une filiale à Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour les élèves? Mais pour nous, les professeurs, ça veut dire que dès que nous avons besoin d'informations, dès que nous avons un petit update dans les technologies, si nous avons un souci quelconque dans la pédagogie, nous faisons appel au Goethe-Institut et ils mettent tout en place pour nous aider. Qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves? Mais le Goethe-Institut, il organise tout au long de l'année scolaire et en été d'ailleurs, des activités, des excursions, du théâtre, des workshops, des ateliers, et en été, les camps, où les élèves peuvent partir 3 semaines en Allemagne et où on ne fait que parler allemand. Tout ce que le Goethe-Institut met en place est gratuit pour les élèves. Et comme nous sommes une école PASH et que nous faisons partie de ça, mais nous sommes obligés, mais nous aimons aussi de le faire, de participer à certaines activités. On ne peut pas faire tout, mais à certains, nous sommes obligés de participer. Ça, c'est en général. Ce qu'il y a aussi, c'est que Bruxelles, il a un projet qui s'appelle Schumann, où les élèves peuvent partir 15 jours en Allemagne, dans une famille. Ils participent à la vie de la famille de là-bas, et le partenaire vient 15 jours ici. Donc 15 jours en Allemagne, 15 jours ici. C'est toujours près de la frontière et c'est gratuit. Il faut juste emmener l'enfant jusque-là. Ce n'est pas une obligation, on peut le faire. Alors, chez nous, à l'Athénée, on peut choisir l'allemand dès la première année et la garder pendant 6 ans. L'avantage, c'est qu'en inférieur, c'est donné par des professeurs de langue maternelle et les classes sont très petites par rapport à d'autres classes.
Donc, ça dépend de l'année, mais nous n'avons très, très rarement dépassé les 20 élèves. Alors, pourquoi l'allemand? Mais l'allemand, c'est la 3e langue de la Belgique. L'Allemagne est la puissance économique la première puissance économique de l'Union européenne, la 4e mondiale. Je pense, c'est aussi la 3e langue. L'allemand figure parmi les 3 langues les plus utilisées dans Internet. Mais je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer vraiment en détail pourquoi il doit choisir l'allemand. Tôt ou tard, votre enfant passera par l'allemand. Il n'aura pas le choix. Dans la vie professionnelle, par exemple. Alors, on entend que l'allemand est difficile? Non, absolument pas. Je peux le prouver et je suis absolument convaincue qu'une langue n'est pas plus difficile qu'une autre. C'est la manière dont on l'enseigne qui rend une langue difficile ou pas. Comment ça se passe chez nous? Mais nous favorisons la communication orale. L'enfant doit beaucoup parler. Il doit parler en allemand. Le français est en général interdit, avec exception. Donc, on avance. On ne sait pas aller en Allemagne, donc on amène l'Allemagne dans la classe. C'est ça que j'ai dit toujours. Nous parlons allemand. Ce que je pourrais dire aussi, mais pas en détail, il faudrait parler à une logopède, mais l'allemand est plus facile pour des enfants 10, parce que l'allemand est une langue logique. Et ça, on le sait par des logopèdes. Donc, si vous avez un enfant 10, parlez-lui-en. Je pense que ça peut beaucoup aider à votre enfant. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.
Bonjour, je suis Madame Defendi, professeure d'anglais de vos enfants de première A, première B et première C. En classe, nous utilisons le manuel Of Course One que vos enfants ont reçu en début d'année. Ce manuel leur permet de suivre la leçon en classe sur le tableau interactif, mais également de revoir les leçons et de retravailler les auditions à la maison. Pour accéder au contenu numérique, je vous invite à rejoindre le site www.scoodle.be/activation, de vous créer un compte grâce à une adresse mail et d'encoder le code d'activation qui se trouve en début de manuel. Ce livre est notre outil principal de travail. Il est donc très important de l'avoir avec soi à chaque leçon. Je demande également à mes élèves de ne pas détacher les feuilles du livre, même s'il est un peu lourd dans la mallette, afin de ne pas perdre les feuilles, mais également car l'apprentissage de l'anglais se fait en spirale. C'est-à-dire que nous avons besoin de revenir en arrière pour pouvoir avancer. Par exemple, si nous faisons un test d'expression écrite en fin d'unité 3, les élèves ont besoin d'informations qui se trouvent dans les unités précédentes. À la fin de chaque unité, les élèves feront régulièrement des tests de grammaire. Les différents points de grammaire se trouvent dans la partie Grammar Toolbox du livre. Pour bien réussir ces tests de grammaire, il est conseillé de refaire les exercices du livre, mais également de poser des questions en classe à l'avance s'ils n'ont pas compris certaines choses. À la fin de chaque unité, les élèves feront également des tests de vocabulaire sous forme de mots ou de phrases à traduire dans le sens français-anglais, mais également anglais-français. Ces mots ou ces phrases se trouvent dans le manuel à la fin de chaque unité. Comment bien mémoriser son vocabulaire? Il est d'abord conseillé de cacher les colonnes et de traduire oralement ces mots ou ces phrases. Ensuite, et c'est la partie la plus importante, de cacher les colonnes avec une feuille et de traduire ces mots par écrit en veillant à ne pas faire de faute d'orthographe, car l'orthographe serait évaluée en anglais. Pour les aider, les élèves également ont accès à des QR codes. Ces codes se trouvent au-dessus de chaque liste de vocabulaire. Via une application sur GSM ou sur tablette, les élèves lisent les QR codes et entendent les mots qu'ils étudient. Cela leur permet d'améliorer la mémorisation de ces mots, mais également la prononciation. La date de ces tests de vocabulaire est souvent annoncée ou communiquée 2 semaines à l'avance. Ce laps de temps est nécessaire pour viser la perfection. Je demande à mes élèves d'utiliser ce temps pour une étude progressive et régulière des mots de vocabulaire. Mais pourquoi ce vocabulaire est-il si important? Pour pouvoir parler, écrire, comprendre à l'audition, mais aussi à la lecture. Ce sont ces 4 compétences qui sont évaluées en anglais. Les devoirs et la participation active de vos enfants sont également évalués. Le comportement, lui, fait partie d'une note impar. À la fin de la première et de la deuxième année du secondaire, les élèves passent un examen qu'on appelle le CEAD. C'est un examen commun et externe. Lors de cet examen, les 4 compétences sont évaluées. C'est pour cela que nous nous entraînons pendant ces 2 premières années du secondaire. D'où l'importance d'une bonne maîtrise du vocabulaire et des points de grammaire. L'enjeu de la première année, je pense, est de trouver une méthode de travail adéquate. J'invite les élèves à chercher et à trouver la méthode qui leur convient le mieux. Ce que j'attends de mes élèves, c'est de la rigueur, de la motivation, du sérieux, du respect, un travail régulier et la ponctualité dans la remise des devoirs. Pour vous aider et pour améliorer la connaissance de l'anglais de vos enfants, je vous invite à rejoindre le site liveworksheets.com.
Sur ce site, vous tapez sur l'onglet Interactive Worksheets. Ensuite, à gauche, vous allez cliquer sur English as a Second Language. Dans la barre de recherche, vous tapez ensuite les mots des différents points que vous souhaitez retravailler, que ce soit du vocabulaire ou de la grammaire. Les élèves font ensuite les exercices sur l'ordinateur et peuvent directement avoir leurs résultats et voir où ils ont fait des erreurs. Cela peut les aider à améliorer leur anglais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse r.defendi@athénée-rpur.be. Merci et à bientôt. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Et maintenant, je repasse sans transition la parole à Monsieur Coles. Eh bien, me voilà. Voilà. Eh bien, donc, il nous reste à passer à la séance de questions-réponses. Je vous propose tout simplement, en haut de votre écran, vous avez un petit smiley avec une main qui se lève. Vous allez dessus et vous avez une petite main jaune, simplement. Donc, je vous propose, si vous voulez poser une question, simplement de lever la petite main jaune, de défaire votre micro, enfin de rétablir votre micro, et puis je vous donnerai la parole. Voilà, Mélinda, il me semble que j'ai vu une main levée. Oui? N'ayez pas peur. C'est toujours le premier qui pose la question qui... c'est pour le premier que c'est le plus difficile. Hein. Alors, Cavan, Nathalie. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Petite question assez simple. En fait, est-ce que le mail qui provient de Google Forms confirme bien l'inscription au rendez-vous d'inscription? Alors, confirme le rendez-vous, pas l'inscription. Hein. Oui, bien sûr, on est bien d'accord, mais c'est bien ça qui fait office de confirme, confirmation. Ça confirme le rendez-vous, oui. Ok, parfait. Voilà, c'était mon unique question. Merci. Ouais, c'est très bien. Voilà. Merci. De rien. D'autres personnes qui auraient... Ou alors notre présentation était extrêmement claire. Et donc, ah voilà, Étienne Anne-Laure. Bonjour. Merci pour la présentation de votre établissement. Nous avions des petites questions quant aux activités extrascolaires que votre établissement organise. Je crois qu'elles sont nombreuses. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir une liste ou d'avoir des informations supplémentaires sur elles. Alors, pour l'instant, non, tout simplement parce que tout a été mis en stand-by avec le Covid et que depuis, les professeurs ont changé, etc. Donc, il y a de grandes chances que les choses qui vont être proposées dans les années futures soient totalement différentes de ce qui était proposé précédemment. Ce que je pourrais dire, c'est que ce qui fait partie des incontournables, parce qu'ils font partie de notre contrat d'objectifs, donc ça, on ne peut pas y déroger, c'est le festival, donc c'est la fameuse semaine d'activité culturelle, les ateliers de première, donc 3 jours d'activité, mais ici dans l'école, le stage de 3 jours, en deuxième, ça c'est incontournable aussi. Pour le reste, il y aura des activités pour les élèves, des voyages à l'étranger, des voyages surtout au niveau des cours de langue, mais je ne saurais pas vous donner plus de détails. Alors, j'ai par contre un professeur qui est ici pour expliquer pour le festival, et donc je vais lui donner la parole. Voilà. Bonjour. Donc, je suis Madame De Witt, professeure de néerlandais et allemand dans le degré supérieur. Donc, je suis vite venue pour aider Monsieur le Préfet concernant les activités extrascolaires. Donc, en plus des excursions et des voyages organisés ponctuellement en fonction des années, en fonction des groupes classes, en fonction évidemment maintenant des conditions sanitaires.
Je veux dire, ça varie d'année en année. Par contre, il y a dans le projet d'établissement le Festivar. Et donc, le Festivar, c'est une organisation de l'Athénée en parallèle avec l'amicale de l'air pur. Donc, c'est une semaine qui est consacrée à la culture. Et donc, les élèves de chaque année, ils ont diverses activités culturelles. Donc, ils assistent à des pièces de théâtre, ils assistent à un film qui est également animé par un atelier. Il y a des conférences également, il y a le cabaret des élèves et les élèves aussi qui jouent une pièce de théâtre. Et donc, c'est chaque année. Cette année, c'est après les vacances de carnaval. Et donc, ça dure une semaine. Et donc, ça, je veux dire, c'est un gros projet de l'école. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a pu répondre à votre question? Oui, oui, merci. Oui, voilà. Alors, le suivant, c'est Alexis. Allô? Le micro est allumé, mais je n'entends rien du tout. Peut-être que le micro n'est pas assez fort. Je vois que le cercle change de couleur, mais je ne vois pas, je n'entends rien. N'hésitez pas à essayer d'indiquer votre message dans le chat si jamais nécessaire et on y répondra également oralement ou par écrit. Voilà, je vais passer alors quelqu'un d'autre parce que je n'arrive pas à avoir la communication avec Alexis. Alors, dis non, Emmanuel. Oui, bonjour. En fait, je parle au nom de mon épouse, mais c'était une question sur les repas, s'il vous plaît, sur le temps de midi. Quelles sont les possibilités en termes de plats chauds, froids ou sandwich? Peut-être quelques informations là-dessus, s'il vous plaît. Oui, alors donc, on a un restaurant scolaire. Donc, tous les jours, il y a des plats chauds. Le prix est de 3,50 €. Alors, cette année, c'est encore des tickets, mais l'année prochaine, on sera passé sur une nouvelle carte à recharger. Les menus sont variés. Maintenant, ça reste des menus de cantine. Hein, voilà. Il y a chaque fois un salade bar. Donc, tous les jours, il y a ça. Potage. Donc, salade bar, potage, repas chaud. On fournit également des sandwichs et un jour sur deux, il y a des snacks. Snacks chauds, donc un carré de pizza, un cornet de pâtes, des choses comme ça. Et donc voilà, les sandwichs et les snacks, c'est au prix de 2 €. Voilà, ceux qui bénéficient réellement des repas, ce sont les élèves du premier degré et de troisième année. Les autres élèves de l'établissement étant autorisés à sortir sur le temps de midi, ils vont généralement manger à l'extérieur. Ça leur coûte plus cher, mais c'est leur choix. Voilà. Ok, merci. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Oui. Oui, merci. Voilà. D'autres personnes qui veulent prendre la parole? N'hésitez pas. Oui. Lola Flamme. Votre micro est éteint. Lola Flamme. Vous demandiez la parole. N'hésitez pas à allumer votre micro car il est coupé. Bon, ben je ne sais pas. Une autre personne en attendant que la... Oui, Sandra Capras. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une petite question. J'aurais bien voulu savoir par rapport à l'organisation des classes, est-ce que ça se fait en fonction des choix latin, sciences
ou sciences et éco, ou alors les élèves sont mélangés? Alors, en première et en deuxième, les élèves sont mélangés, ce qui permet d'éventuellement faire des changements de grille sans devoir changer de classe. Donc, c'est-à-dire comme ça laisse le choix aux élèves. Ils ne sont pas bloqués en latine ou en sciences éco. Ils peuvent, comme je l'ai expliqué tantôt, pouvoir découvrir aussi peut-être une autre grille s'ils le désirent. Donc, on a essayé de mélanger les élèves. Les classes sont plus composées sur les choix de langue oui, principalement les choix de langue. C'est le plus simple pour nous. C'est ce qui demande, c'est ce qui amène le plus de contraintes aussi. Donc voilà. Par contre, si je peux me permettre juste pour compléter, alors au niveau de la composition des classes, on essaye de respecter les désirs des élèves d'être avec leurs copains et leurs copines. On le comprend tout à fait en première. Donc, on demande à l'inscription aux élèves de désigner 3 copains, copines, et on essaye dans la mesure du possible de répondre à leurs demandes pour être au moins avec un copain qui vient de la même école primaire ou qui se connaissent en dehors de l'école. Ça, c'est une première chose. C'est valable en première et en deuxième, puisque généralement les classes de première montent plus ou moins de manière homogène en deuxième. Il y a toujours, bien entendu, des réaménagements, puisqu'on passe de 14 à 15 classes en deuxième. Mais voilà, globalement, ça reste. À partir de la troisième, par contre, on ne fait plus du tout attention aux copains et aux copines, parce que là, les contraintes au niveau des options sont telles qu'on ne saurait plus répondre à toutes les demandes. Et donc, voilà, on ne fait plus attention à ça, sauf cas vraiment exceptionnels et où il y a réellement un problème à régler, ou que 2 élèves ne peuvent vraiment pas être dans la même classe, mais sinon, on ne fait plus attention. Mais voilà, donc ce n'est pas des classes par option en première et en deuxième. C'est seulement à partir de la troisième que ça devient le cas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci. Alors, Lola Flamme, qui a mis son micro, c'est très bien. Je vous écoute. Ça ne fonctionne toujours pas. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre votre question par écrit et mes collègues qui sont dans une autre pièce répondront par écrit parce que là, on n'arrive pas à entendre votre question. Delphos Jonathan? Oui, bonjour. J'ai 2 questions en fait. C'est comment se passe le quotidien d'une journée? Est-ce que c'est toujours bien les élèves qui passent d'une classe à l'autre toutes les heures ou toutes les 2 heures? La première question peut-être. Oui. Alors cette première question-là, c'est facile. Ce sont les élèves qui bougent. Donc les classes sont réparties en fonction des professeurs et ce sont les élèves qui se déplacent d'une classe à l'autre. C'est généralement par 50 minutes. Parfois, ils ont 2 heures de cours de la même discipline de suite. Voilà. Et il n'y a pas de partie de l'école qui est réservée pour les petits ou pour les grands, etc. Donc, toute l'école est occupée en permanence. Avec le nombre d'élèves qu'on a, on n'a pas de locaux libres à quelconque moment dans la semaine. Donc voilà. Donc, ils se déplacent. Ça va? Ok, merci. La deuxième question peut-être, en fait, qui était concernant les cours de piscine. Je sais bien par le passé été organisés. Qu'en est-il, bon, excepté les périodes Covid, bien entendu? Oui. Alors, c'est fonction, bien entendu, des disponibilités de la piscine olympique de Seraing. Pour l'instant, elle a été souvent en travaux, donc on n'a pas eu l'occasion d'y aller beaucoup. Et à la reprise ici, donc la reprise de la piscine et la suppression des restrictions Covid, malheureusement, les créneaux horaires que l'on avait habituellement ne nous étaient plus attribués, elles étaient attribuées aux écoles communales. Et donc voilà, donc on doit renégocier avec la piscine pour l'année prochaine, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et généralement, ils font au moins une session de piscine en première et en deuxième par an. Donc voilà, mais ils n'y vont pas tous en même temps. Hein, les profs de gym se répartissent ça sur l'année. Mais à partir de la troisième, généralement, c'est beaucoup plus rare. Voilà. Première, deuxième, ils vont à la piscine, mais après plus. Ça va?
Merci. Voilà. D'autres questions? Je ne vois plus personne. Je regarde. Peut-être que si mes collègues ont des choses à rajouter, des choses qui n'auraient pas été dites ou mal expliquées, qui pourraient recevoir des précisions, ils peuvent peut-être prendre la parole s'ils le veulent. Alors, l'ensemble des collègues présents dans la pièce technique dit que les explications étaient tellement claires qu'ils n'ont rien à rajouter. Ah là là, quelle bande de faillots. Ça. Eh bien voilà, donc si tout est clair et que plus personne n'a de questions à poser, ben je vais vous souhaiter une agréable journée, un très très bon... Ah, je vois une main levée. Linda Matina. Je ne sais pas si elle voulait encore la parole ou pas. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes avec leur micro. Donc, je disais, ben, si il n'y a plus de questions, alors ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. J'espère vous rencontrer bientôt aux inscriptions et peut-être à la rentrée de septembre, si vous avez fait le choix de notre école. Nous essayerons, dans la mesure du possible, d'organiser quand même une visite de l'école dès que les mesures Covid seront un tout petit peu plus clémentes pour nous. Et voilà, mais de toute manière, vous serez tenus au courant, ce sera indiqué sur notre site internet et sur notre page Facebook, de toute manière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci bien à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. On était lancé sur le canevas. J'avais plein de blagues sur la fin.